Ma sœur a couché avec mon fiancé quelques heures avant notre mariage. La nuit dernière était parfaite. Elle ne le saura jamais. C'est ce que disait son texto. Je n'ai pas annulé. Devant l'autel, j'ai souri et j'ai dit, au lieu des vœux, je vais lire quelques messages. Les exclamations de stupeur n'ont pas cessé. Je m'appelle Bren Caldwell. Dans 72 heures, j'étais censé épouser l'amour de ma vie. Ne bouge pas, ma chérie. Cet ourlet ne va pas se faire tout seul, dit Margaret, la couturière qui travaillait sur ma robe depuis des mois. Elle était agenouillée à mes pieds, des épingles entre les lèvres, apportant les dernières retouches à ma robe. Je jetai un autre coup d'œil à mon téléphone. Sienna était en retard. Ma petite sœur et demoiselle d'honneur avaient promis d'être là pour l'essayage final, mais c'était tout Sienna, ça, vivant perpétuellement sur son propre fuseau horaire. Désolé, je suis en retard. La porte s'ouvrit brusquement et la voilà, un tourbillon d'énergie et de parfum de créateur. Ma sœur faisait toujours une entrée remarquée. La circulation était dingue. Et puis j'ai dû m'arrêter pour un café parce que, eh bien, tu me connais sans caféine. Je souris malgré mon agacement. Ce n'est pas grave. Tu es là maintenant. Sienna laissa tomber son sac et tourna autour de moi, les yeux écarquillés. Bren, tu es. Waouh. Landon va perdre la tête quand il te verra. Quelque chose dans son ton me prit au dépourvu. Ce n'était pas seulement de la fierté fraternelle. Il y avait autre chose. Mais avant que je puisse analyser davantage, elle me serra dans ses bras et je sentis une odeur familière. Tu portes le parfum de Landon ? Demandai-je en me reculant. Sienna rit, rejetant ses cheveux sombres par-dessus son épaule. Oh, ça. Oui, je l'ai emprunté quand je suis passé chez vous hier, juste pour rire, tu sais, pour le taquiner au dîner ce soir. Ça te dérange ? Je forçai un rire. Non, c'est drôle. Ça va l'amuser. Mais quelque chose clochait, comme un tableau légèrement de travers sur un mur. Je mis cette pensée de côté, l'attribuant au stress prénuptial. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon d'arrivées, des cousins de l'État, ma colocataire d'université Émilie, les parents de Landon avec leur tenue parfaitement assortie et leur sourire crispé. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, attendant que Landon m'envoie un texto pour me dire qu'il était arrivé au domaine. Quand il arriva enfin, quelque chose semblait différent. Il me serra fort dans ses bras, mais ses yeux balayaient la pièce, ne se posant jamais vraiment sur les miens. « Tout va bien ?» demandai-je en touchant son bras. « Oui, juste des trucs de boulot », dit-il en vérifiant à nouveau son téléphone. « Une urgence client. Rien que je ne puisse gérer. » Landon était toujours comme ça avec son cabinet d'architecte, dévoué, parfois à l'excès. J'acquiesçai, compréhensive, mais une petite voix au fond de mon esprit me murmurait que quelque chose n'allait pas. Le dîner de répétition ce soir-là fut une magnifique réception sur la terrasse du jardin du domaine. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes, et l'air de fin d'été était chaud et doux, parfumé à la rose. J'aurais dû être complètement heureuse. Au lieu de cela, je me retrouvais à observer Landon. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone sous la table, la façon dont son rire semblait forcé. Puis vinrent les toasts. Tasha, ma meilleure amie depuis l'université, commença avec un discours sincère sur le fait de trouver quelqu'un qui voit qui vous êtes vraiment. Elle termina en levant son verre à Landon et moi, mais ses yeux s'attardèrent sur moi avec une question que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ensuite, Sienna se leva, une flûte de champagne à la main, sa robe noire captant la lumière d'une manière qui fit se retourner plusieurs têtes. À ma grande sœur et à son presque mari, commença-t-elle, sa voix portant sur toute la terrasse. Bren a toujours été la prudente, l'organisatrice, la perfectionniste. Et Landon, elle marqua une pause, son sourire se transformant en quelque chose de plus personnel. Eh bien, Landon aimait les filles déjantées à l'université. N'est-ce pas? Quelques rires gênés parcoururent la foule. Je sentis mes joues rougir en jetant un coup d'œil à Landon, dont le visage s'était figé. Mais les opposés s'attirent, poursuivit Sienna en douceur. Et je n'ai jamais vu deux personnes plus parfaitement dépareillées de la meilleure des manières. Elle leva son verre plus haut. À Bren et Landon. Que votre mariage soit aussi beau que cette cérémonie pour laquelle nous avons dépensé bien trop d'argent. Tout le monde rit et but. Le moment semblait sauvé. Mais je vis la main de Landon tressaillir, renversant du vin rouge sur la nappe blanche.
Il marmonna des excuses et s'éclipsa rapidement. Je devrais aller voir comment il va, dis-je en commençant à me lever. Tasha attrapa mon poignet. C'est un grand garçon. Il peut se nettoyer tout seul. Ses yeux étaient sérieux. Ils sondaient les miens. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr. Observe juste le langage corporel entre ces deux-là. Ces deux-là qui, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Ta sœur et ton fiancé. La voix de Tasha était basse, mesurée. Je ne dis pas qu'il se passe quelque chose. Fais juste attention. Je voulais balayer son inquiétude, mais Tasha avait toujours été l'observatrice dans notre amitié. Elle remarquait des choses que les autres manquaient. Pourtant, c'était Sienna, ma sœur, et Landon, l'homme que j'allais épouser. L'idée même était absurde, n'est-ce pas? Le lendemain matin, nous avions prévu une séance photo prénuptiale sur le domaine. Le photographe nous fit poser près de la fontaine, sous le vieux chêne, à côté du mur de pierre couvert de lierre. Pendant tout ce temps, je ne pus m'empêcher de remarquer avec quelle facilité Landon et Sienna engageaient la conversation entre les prises de vue, des blagues privées, des commentaires chuchotés, le genre d'intimité confortable qui vient des secrets partagés. Landon, je peux t'emprunter ton téléphone? Demandai-je pendant une pause. Je veux montrer à maman la chanson à laquelle on pensait pour notre première danse. Il hésita juste une seconde. Ma batterie est presque morte. Utilise le tien. Le mien charge dans la chambre. À contre-cœur, il me tendit son téléphone. Il était verrouillé par un code. Depuis quand Landon verrouillait-il son téléphone? Nous avions toujours eu une politique de transparence avec nos appareils. Quel est ton code? Demandai-je, en gardant une voix légère. Avant qu'il ne puisse répondre, Sienna l'appela de l'autre côté de la pelouse. Landon, le photographe te veut pour une photo avec les garçons d'honneur. Il reprit rapidement le téléphone. Je te montrerai la chanson plus tard. De toute façon, il n'y a que des trucs de boulot dessus. Des emails de clients ennuyeux. Alors qu'il s'éloignait, je sentis un étrange vide dans ma poitrine. Des trucs de boulot. Il avait dit ça hier aussi. Ce soir-là, ma mère m'attrapa dans la suite nuptiale alors que je me préparais pour le dîner. Bren, ma chérie, arrête de trop réfléchir à tout, dit Claire Caldwell en ajustant mon collier avec des doigts manucurés. À 55 ans, ma mère faisait encore tourner les têtes avec son apparence soignée et sa posture rigide. Je peux presque entendre ton cerveau s'inquiéter. Je vais bien, maman. Un fiancé nerveux, c'est juste la tradition, continua-t-elle, ignorant ma réponse. Ton père était une loque avant notre mariage. Il ne pouvait ni manger, ni dormir. Les hommes gèrent les choses différemment. J'acquiesçai, ne voulant pas entrer dans le débat. Ma mère vivait dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Dans son esprit, un mariage parfait signifiait un mariage parfait. Et rien ne pouvait perturber ce récit. Certainement pas mon malaise grandissant. Alors qu'elle s'occupait de mes cheveux, un souvenir refit surface soudainement. Le réveillon du Nouvel An, il y a 2 ans, dans la maison de plage de mon cousin. Sienna avait disparu pendant plus d'1 heure, et quand elle était revenue, elle était étrangement silencieuse pour le reste de la soirée. Je me souviens avoir cherché Landon pour le compte à rebours de minuit, sans le trouver jusqu'à la dernière minute. Il avait prétendu aider quelqu'un avec une panne de voiture. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, le souvenir prenait une forme nouvelle et inconfortable. Maman, dis-je lentement. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange entre Landon et Sienna? Les mains de Claire se figèrent dans mes cheveux. Mais de quoi parles-tu, bon sang? Je ne sais pas, juste leur façon d'agir parfois. Elle se plaça devant moi, son expression sévère. Bren Elizabeth Caldwell, nous sommes à 3 jours de ton mariage. Quoi que ce soit, de l'anxiété, la peur de t'engager, peu importe. Tu dois mettre ça de côté. Tu me comprends? J'acquiesçai automatiquement, comme je le faisais toujours quand ma mère utilisait ce ton. Bien. Elle s'adoucit légèrement. Ta sœur t'adore, et Landon est fou de toi. Ne crée pas de problème là où il n'y en a pas. Plus tard dans la nuit, après le dîner, Landon m'embrassa pour me dire au revoir à la porte de ma suite. Tu ne restes pas, demandai-je, surprise. Mason et les gars veulent que je dorme dans la suite des garçons d'honneur ce soir. Tu sais, la tradition et tout ça. Depuis quand Landon se souciait-il de la tradition?
Nous vivions ensemble depuis plus d'1 an. Mais je n'insistais pas, d'accord, à demain alors. Il m'embrassa à nouveau, s'attardant cette fois. Je t'aime, Bren. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Je souris. Je t'aime aussi. Après son départ, je restais au milieu de ma suite nuptiale, entouré de fleurs blanches, de champagne et de tous les apparats d'un mariage imminent. Et pourtant, je ne pouvais pas me défaire de cette sensation dans mon estomac. Pas des papillons, mais quelque chose de plus lourd, de plus sombre. J'aimerais ne pas toujours trouver des excuses pour ce que je ressens, murmurai-je à la pièce vide avant de me glisser seul dans le lit. Le sommeil vint par intermittence, hanté par des rêves de portes verrouillées et de conversations chuchotées juste hors de portée. Le matin de mon mariage se leva, clair et parfait. Une lumière dorée filtrait à travers les rideaux de ma suite nuptiale, baignant tout d'une lueur mielée qui semblait promettre le bonheur. Je me suis réveillé tôt, avant mon réveil, me sentant étrangement calme. Les doutes et le malaise qui m'avaient tourmenté la veille semblaient maintenant lointains, comme une tempête passée dans la nuit. Je sortis du lit, enfilai mon peignoir et descendis pieds nus jusqu'à la cuisine du domaine. Il était un peu plus de 6 heures. Personne ne serait encore là. Je voulais un moment de calme, une tasse de café et la paix avant que le chaos de la journée ne commence. La cuisine était silencieuse et la lumière matinale filtrait à travers les comptoirs en marbre. Je mis la cafetière en marche et m'appuyai contre l'îlot central, respirant profondément l'air frais du matin. C'est là que je l'ai vu. Le téléphone de Landon, posé sur le comptoir près de la corbeille de fruits. Il avait dû descendre pour une collation de minuit et l'oublier. Contrairement à moi, Landon ne pouvait jamais dormir quand il était stressé. Je le pris sans réfléchir. L'écran s'alluma. Pas de demande de code. Il était déverrouillé. Mon pouce hésita sur la surface. Je n'avais jamais été du genre à fouiner. La confiance était tout pour moi. Mais c'est alors que je l'ai vu. Un aperçu de notification. Un SMS de Sienna. Mon cœur rata un battement dans ma poitrine. Avant de pouvoir me raisonner, je touchai l'icône des messages. C'était là, le nom de ma sœur, et en dessous, des mots qui me glacèrent le sang. La nuit dernière était parfaite. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle ne le saura jamais. Mes doigts bougèrent d'eux-mêmes, remontant l'historique des messages. Il y avait des mois de textos, de rendez-vous secrets, de blagues privées, de photos que je ne pouvais me résoudre à ouvrir, des localisations épinglées dans des hôtels, des parcs, des endroits où je pensais que l'un d'eux avait été seul. J'aimerais que tu puisses rester plus longtemps. Je déteste lui mentir. Une dernière fois avant le mariage. La pièce sembla basculer. Je m'agrippai au comptoir pour me stabiliser, puis je trébuchai jusqu'à la salle de bain attenante à la cuisine, verrouillant la porte derrière moi et m'effondrant sur le sol. Je fis défiler message après message, chacun étant un clou de plus dans le cercueil de ma relation. Ils couchaient ensemble depuis des mois, ma sœur et mon fiancé, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, à lire et relire, essayant de donner aux mots un sens différent de ce qu'ils disaient si clairement, des minutes ou des heures. Un coup à la porte de la salle de bain me fit sursauter. « Bren, tu es là. » C'était la voix de Tasha, inquiète. J'ouvris la porte. Un seul regard sur mon visage lui dit tout. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en entrant et en fermant la porte derrière elle. Sans un mot, je lui tendis le téléphone. Je regardais son visage pendant qu'elle lisait, la confusion se transformant en incrédulité, puis en une colère froide et contrôlée que je n'avais vue que quelques fois au cours de notre décennie d'amitié. Quand elle leva enfin les yeux, sa voix était d'un calme mortel. « Dis-moi ce que tu veux faire. »« Je ne sais pas, » murmurai-je. Ma voix me semblait étrange, creuse, lointaine. « Je ne sais pas quoi faire. » Tasha posa une main sur mon épaule. « Quelle que soit ta décision, je suis avec toi. » Mais Bren, ses yeux rencontrèrent les miens, tu ne peux pas l'épouser. Pas maintenant. J'acquiesçai lentement. Le choc initial s'estompait, laissant place à autre chose. Quelque chose de vif, de clair et de froid. J'ai besoin de réfléchir. Nous retournâmes à ma suite par l'arrière, évitant le hall principal où les invités et la famille allaient bientôt se rassembler. J'avais besoin de temps pour digérer, pour planifier. 1 heure plus tard, alors que les assistantes de ma mère s'affairaient avec des trousses de maquillage et des outils de coiffure, Sienna entra en trompe dans la suite nuptiale.
Son sourire était éclatant, ses yeux clairs, sans la moindre trace de culpabilité ou de honte. Bonjour, la mariée, chanta-t-elle en jetant son sac sur une chaise. Comment on se sent? Nerveuse, excitée, les deux? Je la regardais dans le miroir pendant qu'elle discutait avec ma mère, serrait Tasha dans ses bras et se versait un mimosa. Comment pouvait-elle agir si normalement? Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux? Si, dis-je enfin, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Peux-tu m'aider avec mon maquillage? Je veux être parfaite. Bien sûr, s'empressa-t-elle, désireuse d'aider, ne se doutant jamais que je savais. Alors qu'elle se penchait pour appliquer mon fond de teint, je cherchais sur son visage le moindre signe de remords, la moindre lueur de malaise. Tu as vu Landon hier soir? Demandai-je nonchalamment. Après le dîner. Pas une pause dans ses coups de pinceau. Non. Pourquoi? Il n'était pas avec les gars. Le mensonge glissa de sa langue si facilement, ma propre sœur me regardant droit dans les yeux et mentant sans hésitation. Je me demandais juste, dis-je. Il a laissé son téléphone dans la cuisine. Y eut-il une légère crispation autour de ses yeux? Un gel momentané dans ses mouvements? Si oui, elle se reprit rapidement. Oh, il oublie toujours ce truc. Tu veux que je le lui apporte? Non, dis-je en croisant son regard dans le miroir. Je vais m'en occuper. Tout au long de la matinée, alors que les cheveux étaient coiffés et le maquillage appliqué, que ma mère s'agitait pour les détails et que les invités commençaient à arriver, je restais étrangement calme. Tasha ne cessait de me surveiller, inquiète. Mais j'avais pris ma décision. Je ne vais pas les confronter, lui dis-je lorsque nous eûmes un moment seuls. Pas encore. Bren. Offrons-leur leur journée parfaite, dis-je, un étrange sourire jouant sur mes lèvres. Laissons-les penser que tout se passe comme prévu. Tasha étudia mon visage, puis acquiesça lentement. D'accord, je te fais confiance. Quel est le plan? Pendant que Sienna était occupée avec le photographe, je pris le téléphone de Landon et me suis transféré les messages les plus accablants. Je fis des captures d'écran des conversations, les enregistrai sur mon compte cloud, puis effacer soigneusement toute trace de mon travail de détective numérique. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais des preuves. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé se coucher, je m'assis seul dans ma suite, ma robe de mariée suspendue comme un fantôme dans le coin. À la lumière d'une seule lampe, je réécrivis mes vœux pour en faire toute autre chose. Un discours qui allait tout changer. Si je parle maintenant, je sais que je ne serai plus jamais la même, me murmurai-je en pliant le papier et en le glissant dans ma pochette. Et ce n'est pas grave. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, je ressentis autre chose que le choc ou l'engourdissement. Je me sentis puissante. Demain ne se passerait pas comme prévu, mais il se passerait exactement comme il le devait. Le jour du mariage se déroula comme un beau rêve, ou l'aurait été si je n'avais pas été pleinement consciente du cauchemar sous-jacent. Ma robe de mariée, une création à épaules dénudées de dentelle et de soie, me semblait différente maintenant que les assistantes de ma mère m'aidaient à l'enfiler. Non pas le vêtement de joie que j'avais imaginé, mais une armure pour la bataille à venir. Tu es radieuse, dit ma mère en ajustant mon voile, les larmes aux yeux. Absolument parfaite. Je souris doucement, croisant son regard dans le miroir. Merci, maman. Si elle remarqua quelque chose d'étrange dans mon comportement, elle n'en fit pas mention. Claire Caldwell avait passé sa vie à perfectionner l'art de ne pas voir ce qui ne correspondait pas à son récit. Sienna voltigeait autour de moi, arrangeant ma traîne, me tendant mon bouquet de pivoine blanche et de roses. Chaque contact de ses mains me semblait maintenant une trahison. Chaque sourire, un mensonge. Je la regardais dans le miroir alors qu'elle tamponnait ses yeux. Je n'arrive pas à croire que ma grande sœur se marie, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Était-ce de la culpabilité, du regret, ou simplement la performance de la parfaite demoiselle d'honneur? Crois-le, répondis-je, ma voix stable. Le cortège se mit en ligne à l'entrée de la chapelle. À travers les vieilles portes en bois, j'entendais le quatuor à cordes jouer, le murmure de 200 invités attendant le début de la cérémonie. Mon père apparut à mes côtés, élégant dans son smoking, m'offrant son bras. « Prête, ma chérie ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, ne me faisant pas confiance pour parler. Les portes s'ouvrirent. La musique monta en puissance. Une par une, les demoiselles d'honneur remontèrent l'allée. Tasha passa en dernier, se retournant à l'autel pour croiser mon regard.
Le léger signe de tête qu'elle me fit était presque imperceptible, mais il me stabilisa. Quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul. Puis ce fut mon tour. Mon père et moi nous avançâmes dans l'embrasure de la porte, et tout le monde se leva. Je vis des visages tournés vers moi, souriants, impatients, émus, et au bout de l'allée, Landon attendait, magnifique dans son smoking noir. Son expression était un mélange de nervosité et de quelque chose qui aurait pu être de l'amour si je n'avais pas su mieux. Chaque pas dans l'allée me semblait délibéré, comme si je ne marchais pas vers mon avenir, mais vers la vérité. Je souris doucement, mes yeux ne quittant jamais le visage de Landon. L'a-t-il vu? La connaissance dans mes yeux, l'acier sous mon sourire. S'il le fit, il n'en montra aucun signe. Quand nous atteignîmes l'hôtel, mon père m'embrassa sur la joue et plaça ma main dans celle de Landon. Ses doigts étaient chauds, légèrement tremblants. Je les serrai doucement, observant son visage, me demandant comment j'avais pu ignorer les mensonges auparavant. Le pasteur Monroe, qui me connaissait depuis l'enfance, s'avança avec un sourire chaleureux. « Mes bien chers frères, commença-t-il, sa voix riche emplissant la chapelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de Bren Elizabeth Caldwell et de Landon James Reeve dans les saints liens du mariage. » Je laissai ces paroles me submerger, regardant la mère de visage, ma mère au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir brodé. Monsieur Reeve à côté d'elle, son expression stoïque comme toujours, et Sienna debout en face de Landon, serrant son bouquet, ses yeux allant de l'un à l'autre. Le pasteur Monroe parla d'amour et d'engagement, d'honnêteté et de confiance. Chaque mot était comme un poignard, soulignant le fossé entre ce qui aurait dû être et ce qui était. J'écoutais, souriant aux moments appropriés, serrant la main de Landon lorsque le pasteur parlait de surmonter ensemble les tempêtes de la vie. Le mariage ne doit pas être contracté à la légère, poursuivit le pasteur Monroe, mais avec révérence et sobriété. Landon me jeta un coup d'œil, un petit sourire rassurant sur les lèvres. Je le lui rendis, pensant au SMS sur son téléphone. La nuit dernière était parfaite. Elle ne le saura jamais. Si quelqu'un peut justifier pourquoi ce couple ne devrait pas être uni par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La pause traditionnelle. La chapelle était silencieuse, à l'exception du léger bruissement des programmes et du chant lointain des oiseaux à l'extérieur. Personne ne parla. Bien sûr que non. Landon et Bren ont écrit leurs propres vœux, dit le pasteur Monroe, se tournant d'abord vers Landon. Landon, voudrais-tu commencer? Landon s'éclaircit la gorge, sortit un papier plié de sa poche et commença à lire. Sa voix était stable, confiante, la voix d'un homme qui pensait ses secrets en sécurité. Bren, dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, j'ai su que tu étais spécial. Ta gentillesse, ton intelligence, ta beauté intérieure et extérieure m'ont captivé. Je promets d'être fidèle et sincère. Chaque mot, un magnifique mensonge. J'écoutais, hochant la tête au bon moment, les larmes me montant aux yeux, non pas d'émotion, mais de l'audace pure de sa performance. Quand il eut terminé, il y eut un soupir d'admiration collective de la part des invités. Et maintenant, Bren, dit le pasteur Monroe en se tournant vers moi, consentez-vous à prendre Landon James Reeve pour légitime époux, pour l'avoir et le garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était ça, le moment où tout a changé. Je regardais Landon dans les yeux, mon expression sereine. Puis je levai lentement la main, arrêtant le pasteur. Avant de dire oui, je le veux, dis-je, ma voix claire et stable, portant jusqu'au fond de la chapelle, j'aimerais lire quelque chose à voix haute. Un murmure parcourut les invités. Le pasteur Monroe cligna des yeux de surprise, mais acquiesça. Bien sûr. Je fouillai dans la petite poche cousue dans ma robe et sortis mon téléphone. Les yeux de Landon s'écarquillèrent légèrement, la confusion traversant ses traits. Bren, murmura-t-il, qu'est-ce que tu fais? Je lui souris, puis me tournai vers nos invités. J'aimerais partager quelques messages que j'ai trouvés ce matin, dis-je, ma voix inébranlable. Des messages entre mon fiancé et ma demoiselle d'honneur, ma sœur. Les murmures s'intensifièrent. Ma mère se leva à moitié de son siège, le visage bouleversé. Bren, mais qu'est-ce que... Je levai à nouveau la main, la faisant taire d'un regard. Puis je commençai à lire, ma voix claire et sans émotion. La nuit dernière était parfaite. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle ne le saura jamais. Je fis une pause, laissant les mots flotter dans l'air.
J'aimerais que tu n'aies pas à retourner dans sa chambre. Une fois de plus avant le mariage. Je déteste devoir te regarder l'épouser. Des exclamations de stupeur résonnèrent dans la chapelle. Le visage de Sienna avait perdu toute couleur, son bouquet tremblant dans ses mains. Landon s'avança vers moi, tendant la main vers le téléphone. Bren, s'il te plaît. Je reculai hors de sa portée. Il y en a d'autres. Des mois de messages, de rendez-vous secrets, de chambres d'hôtel. Je fis défiler le téléphone. Des plans faits pendant que je planifiais notre mariage. Des mensonges dits en face par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. La chapelle était maintenant devenue complètement silencieuse. Le genre de silence qui pèse comme un poids physique. Je pouvais sentir chaque regard sur moi, entendre chaque souffle retenu. Et la personne qui a envoyé ça, dis-je, ma voix se brisant enfin légèrement, est mademoiselle d'honneur. Ma sœur. Je me tournai pour regarder Sienna, dont le visage s'était décomposé, des larmes coulant sur ses joues. Elle fit un pas vers moi, la bouche ouverte pour parler. Bren, je. Une seule exclamation de stupeur rompit le silence, suivie par le bruit de quelqu'un se levant brusquement, sa chaise raclant contre le sol en pierre. Puis d'autres murmures, de plus en plus forts, remplissant la chapelle du son du choc et du scandale. Je restais là, le téléphone à la main, ma robe de mariée semblant soudain trop serrée, trop lourde. Mais ma colonne vertébrale était droite, ma tête haute. À cet instant, entouré de chuchotements et de regards insistants, je ne m'étais jamais senti aussi seul, ni aussi libre. La vérité était révélée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le silence qui suivit ma révélation fut assourdissant. 200 personnes retenant leur souffle en même temps, créant un vide sonore qui semblait s'étirer à l'infini. Puis, comme une digue qui cède, les chuchotements commencèrent. Ils partirent du fond de la chapelle et déferlèrent vers l'avant en une vague de murmures choqués et de halètements. Je restai parfaitement immobile, ma robe de mariée me semblant soudain peser 1000 kilos. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne s'était pas brisée. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Maintenant, vous savez tous, dis-je calmement, en baissant le téléphone. Le pasteur Monroe s'éclaircit la gorge, sa Bible à moitié fermée dans ses mains. Il regarda tour à tour Landon et moi, puis Sienna, clairement désemparée. En toutes ces années à officier des mariages, je doutais qu'il ait jamais rencontré une telle situation. Landon fut le premier à bouger. Il s'avança vers moi, le visage cendré, tendant les mains vers les miennes. Bren, je peux t'expliquer, dit-il, la voix brisée. Le charme qui m'avait séduit 3 ans plus tôt avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'une panique nue. S'il te plaît. Tu l'as déjà fait, le coupai-je, ma voix douce mais ferme. Par SMS. Son visage se décomposa. Derrière lui, je pouvais voir ces garçons d'honneur échanger des regards mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre, ne sachant s'ils devaient rester ou partir. Du coin de l'œil, je vis Sienna essayer de se diriger vers l'une des sorties latérales. Tasha, Dieu soit loué, se déplaça avec une vitesse surprenante dans sa robe de demoiselle d'honneur, se plaçant adroitement pour lui bloquer le chemin. Ma sœur se figea, son bouquet serré si fort que quelques pétales tombèrent au sol. Si, appelai-je, ma voix portant par-dessus les murmures grandissants. N'as-tu rien à dire? Elle se tourna lentement pour me faire face, le mascara striant déjà ses joues rouges. Un instant, je crus qu'elle allait tout nier. Au lieu de cela, elle éclata en sanglots convulsifs. C'était une erreur, cria-t-elle, sa voix aiguë et tendue. J'étais saoul la plupart du temps. Ça ne voulait rien dire. J'inclinai légèrement la tête, l'étudiant avec un détachement qui me surprit moi-même. Alors ça ne devrait rien te coûter de l'admettre, n'est-ce pas? Les chuchotements s'intensifièrent. Quelqu'un au fond se leva pour partir, suivi d'un autre, puis d'un autre. Le mariage parfait s'effilochait fil par fil. Ma mère apparut à mes côtés, son visage un masque rigide de sang-froid même si ses yeux brillaient de panique. Elle m'attrapa le coude avec des doigts d'acier. Bren Elizabeth, qu'est-ce que tu fais, siffla-t-elle, assez bas pour que le premier en entende pas, nous avons 200 invités ici. La femme du gouverneur est au 3e rang. Les Anderson ont donné $50 000 à la campagne de ton père l'année dernière. On peut régler ça en privé plus tard. Je la regardais vraiment, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Claire Caldwell, la femme qui m'avait appris à sourire malgré l'inconfort,
à maintenir les apparences à tout prix, l'architecte de mes manières parfaites et de mon mariage parfait, et si elle avait pu, de mon mariage parfaitement creux. Tu nous as élevés pour sourire face à la trahison, dis-je doucement. Je choisis de ne pas le faire. Avant qu'elle ne puisse répondre, le pasteur Monroe ferma doucement sa Bible avec un air de finalité. Ses yeux bienveillants croisèrent les miens avec une compréhension inattendue. Je crois que cette cérémonie de mariage est reportée, dit-il, sa voix portant juste assez pour atteindre les derniers rangs. Sans un mot de plus, il quitta l'autel et descendit l'allée latérale vers la porte de la sacristie. Ce fut le signal dont les invités avaient besoin. Ils commencèrent à se lever, ramassant sac à main et programme, chuchotant avec urgence les uns aux autres. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec fascination, quelques-uns avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Personne ne savait quoi dire, alors la plupart ne dirent rien du tout, sortant des bancs dans un silence inconfortable. Alors que la chapelle se vidait, je restai debout à l'autel, Landon à quelques mètres de moi, tous deux échoués sur une île de promesses brisées. Sienna s'était effondrée sur l'un des premiers bancs, sanglotant doucement, Tasha montant la garde à côté d'elle, les bras croisés. Monsieur Rive, le père de Landon, s'approcha de l'autel d'un pas mesuré. Son visage était de granit, la mâchoire si serrée que je pouvais voir un muscle tressaillir sur sa joue. Je me préparais à la colère, aux reproches. Mais quand il parla, ce ne fut pas à moi. « Tu as déshonoré le nom de notre famille, dit-il à son fils, la voix basse et contrôlée. Puis il tourna les talons et sortit sans un regard en arrière. Ma mère, pendant ce temps, s'était suffisamment remise pour passer en mode gestion de crise. Elle marcha vers Sienna, l'attrapant par le poignet. « Monte dans la voiture, maintenant, ordonna-t-elle en tirant ma sœur sur ses pieds. Si trébucha derrière elle, pleurant toujours, n'osant pas me regarder en passant. Alors que les derniers invités sortaient, ne laissant derrière eux que le cortège et quelques prestataires abasourdis, Tasha s'approcha de moi. Elle toucha doucement mon épaule, ses yeux remplis d'une fierté féroce. « Tu n'as pas seulement repris ton pouvoir, dit-elle doucement. Tu as mis le feu à toute la baraque. » Un rire surpris m'échappa, le premier son authentique que j'avais émis de toute la journée. Tasha me serra l'épaule, et à cet instant, je sus que j'irais bien. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais finalement. La chapelle était presque vide maintenant. Le quatuor à cordes avait remballé en plein milieu d'une chanson. La fleuriste attendait maladroitement près de la porte, ne sachant manifestement pas si elle devait commencer à retirer les arrangements. Le seul son était la fermeture lointaine des portières de voiture alors que les invités fuyaient la scène de ce qui allait sûrement devenir le non-mariage le plus commenté de l'histoire du comté. Je me dirigeai moi-même vers la porte, prête à m'échapper vers un endroit calme, où je pourrais enfin tout digérer. Mais Landon me suivit, traînant derrière moi dans l'allée comme une ombre. « Bren, s'il te plaît, » appela-t-il, sa voix résonnant dans la chapelle presque vide. « Au moins, laisse-moi t'expliquer. » Je m'arrêtai, mais ne me retournai pas, je n'ai jamais prévu que tout ça arrive, continua-t-il en comblant la distance entre nous. C'est juste arrivé. J'étais perdu. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Cette fois, je me retournai, lui faisant face avec des yeux clairs. Alors pourquoi as-tu continué à la choisir, elle ? La question flotta entre nous, simple et dévastatrice. Landon ouvrit la bouche, la referma. Pour une fois dans sa vie charmante, il n'avait pas de réponse toute prête. Je retirai la bague de fiançailles de mon doigt, le diamant de 3 carats qui m'avait semblé si lourd ces derniers mois. Prenant sa main, je plaçai la bague dans sa paume et refermai ses doigts dessus. « Tu n'as pas le droit de me faire du mal et de me garder quand même, » dis-je, ma voix stable malgré la boule dans ma gorge. Puis je m'éloignai, sortant par les portes de la chapelle et entrant dans la lumière vive de l'après-midi. Ma robe de mariée traînait légèrement sur le chemin de pierre alors que je me dirigeais vers la fontaine au centre du domaine. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'être seul. La fontaine gargouillait paisiblement, l'eau cascadant sur des anges de pierre sculptés, inconsciente du drame qui venait de se dérouler. Je m'assis sur son bord, peu importe si l'eau tachait ma robe. Quelle importance maintenant ? Pour la première fois de la journée, j'étais vraiment seul. Pas de mère planant, pas de sœur trahissant, pas de fiancé mentant, juste moi et le doux clapotis de l'eau contre la pierre. Je m'attendais à ce que les larmes viennent, mais elles ne vinrent pas. Au lieu de cela, un étrange calme s'installa en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années.
Tu n'as jamais été mon foyer, me murmurai-je, à Landon, à la vie que j'avais cru vouloir. Juste le couloir que je devais traverser. Une nouvelle force s'installa dans mes os alors que j'étais assise là. Ma robe de mariée, enroulée autour de moi comme une mue, prête à marcher vers ce qui allait suivre. L'appartement me parut différent quand j'y retournai 3 jours plus tard. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Les classeurs de planification du mariage empilés sur la table basse, des photos encadrées de Landon et moi sur la cheminée, sa veste encore accrochée au dossier de la chaise de la salle à manger. Et pourtant, l'espace me semblait étranger, comme si j'étais entré dans une exposition de musée de la vie de quelqu'un d'autre. Je restais au centre du salon, ma valise toujours près de la porte. Tasha avait proposé de m'accompagner, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. Avec des mouvements délibérés, je commençais à décrocher les photos soigneusement, une par une. Je ne les ai pas jetées, ni déchirées en deux comme quelqu'un dans un film le ferait. Je les ai simplement retirées, les empilant face contre table. Ensuite vinrent les classeurs de planification remplis d'échantillons, de contrats et de listes d'invités. Je fermai chacun d'eux sans regarder à l'intérieur et les plaçai dans une boîte. La tasse à café, Madame Rive, un cadeau d'un collègue bien intentionné, les sacs de week-end que nous avions achetés pour notre lune de miel à Bali. Chaque objet alla dans des boîtes, une pour les dons, une pour le stockage, une pour la poubelle. Je travaillais méthodiquement pendant des heures, démantelant les preuves de notre relation pièce par pièce. Le soir, l'appartement avait l'air étrangement nu, mais il me semblait à nouveau le mien. Mon téléphone était éteint depuis le jour du mariage. Je n'étais pas prête à affronter le barrage de textos et d'appels qui m'attendaient sûrement. Mais le 4e jour, assise dans mon appartement à moitié vide avec un verre de vin, je l'ai enfin rallumé. Les notifications affluèrent immédiatement. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de textos, de mails, d'alertes de réseaux sociaux. J'ignorais la plupart d'entre eux, balayant rapidement les noms qui comptaient. Tasha avait texté tous les jours, « Je pense à toi. Je suis là. Quand tu auras besoin de moi, dis-le et j'apporterai du vin et de la glace. Ma mère, appelle-moi immédiatement. Nous devons discuter de la gestion de crise. Les Rives menacent de poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Divers amis et parents, allant de l'inquiet au morbidement curieux. Et là, vers le bas de la liste, Sienna. Un seul texto, envoyé hier. S'il te plaît, parle-moi. Je posai le téléphone sans répondre à personne. Je n'étais pas encore prête. 2 autres jours passèrent. Je retournai travailler à la galerie d'art, reconnaissante de la distraction que représentait l'organisation de la nouvelle exposition. Mes collègues étaient gentils mais prudents autour de moi, clairement incertains de la manière d'aborder ce qui s'était passé. J'appréciais leur tenue. En rentrant chez moi ce soir-là, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. Pas un email ou un texto, une véritable lettre manuscrite sur du papier crème avec l'écriture en boucle de Sienna. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'arrêta. Le même instinct qui m'avait poussé à lire ces SMS sur le téléphone de Landon. J'avais besoin de connaître la vérité, toute la vérité, peu importe à quel point ça faisait mal. À l'intérieur de l'appartement, je me préparais une tasse de thé avant de m'asseoir à la table de la cuisine pour lire la lettre de ma sœur. Bren, commençait-elle. Je sais que tu me détestes probablement, et tu en as tout à fait le droit. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'écris pas pour demander le pardon. Je ne le mérite pas. Mais je pense que tu mérites la vérité. Toute la vérité. Pas seulement les bribes que tu as vues dans ces textos. Je pris une profonde inspiration et continuai à lire. Ce n'était pas seulement cette nuit avant le mariage. Ça a commencé il y a plus d'1 an, à la fête d'anniversaire de maman et papa. Tu étais occupé à aider les traiteurs et Landon et moi avons fini par parler sur la terrasse arrière pendant des heures. Rien ne s'est passé cette nuit-là, mais quelque chose a changé. Nous avons commencé à nous envoyer des textos, amicaux au début. La lettre continuait, détaillant des moments que j'avais manqués. Un week-end où j'étais malade avec la grippe et où Sienna était passée me voir pendant que je dormais. Des rendez-vous pour un café qui avait lieu pendant que j'étais au travail. Un voyage d'affaires de Landon auquel Sienna s'était secrètement jointe. Je sais que ça n'a pas d'importance, continuait la lettre, mais j'ai besoin de te dire pourquoi. Toute ma vie, je me suis sentie comme la fille inférieure. Tu étais la parfaite. Intelligente, gentille, réussissant dans tout. J'étais la ratée, l'enfant terrible, la déception.
Maman me le faisait comprendre à chaque occasion. Je m'arrêtais, me souvenant de toutes les fois où notre mère nous avait comparés, me tenant toujours comme l'exemple que Sienna devait suivre. Cela m'avait mise mal à l'aise, même à l'époque. Quand Landon m'a prêté attention, m'a vraiment vu, c'était comme une drogue. Pour une fois, j'avais quelque chose que tu n'avais pas. Quelqu'un m'a choisi en premier. C'était égoïste et horrible, et je me déteste pour ça. Mais c'est la vérité. J'étais brisé bien avant de briser ta confiance. La lettre s'étendait sur des pages, une confession complète qui ne laissait rien de côté. Au moment où j'ai fini de lire, des larmes coulaient sur mon visage, non seulement pour ma propre douleur, mais pour la dynamique toxique qui avait empoisonné notre sororité bien avant que Landon n'entre en scène. Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait. Rien ne le pouvait. Mais cela m'a aidé à comprendre, et la compréhension était le premier pas vers ma propre guérison. Le lendemain matin, je suis allé chez mes parents. Je ne l'avais pas prévu, mais après avoir lu la lettre de Sienna, j'avais besoin d'affronter ma mère. Pas pour pardonner, pas encore, mais pour questionner. Claire ouvrit la porte dans un chemisier et un pantalon parfaitement repassé, ses cheveux fraîchement coiffés bien qu'il soit à peine 9 heures. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Bren, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. » Elle ouvrit la porte plus grand. « Entre vite. » Madame Henderson d'en face guette les ragots depuis l'incident. Je la suivis à l'intérieur, dans le salon immaculé où rien n'était jamais déplacé, y compris nos émotions. « Tu as embarrassé toute cette famille, commença-t-elle avant même que je puisse m'asseoir. As-tu la moindre idée? Pourquoi nous as-tu toujours mis en compétition l'une contre l'autre, l'interrompis-je, ma voix calme. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. De quoi parles-tu? Sienna et moi. Tu nous as toujours comparés. Toujours fait comprendre que j'étais la bonne et qu'elle était la déception. Pourquoi? Le visage de ma mère se durcit. C'est ridicule. Je l'ai simplement encouragée à suivre ton excellent exemple. Non, dis-je en secouant la tête. Tu as fait de nous des concurrentes au lieu d'alliés. Tu as transformé la sororité en concours. Ce n'est guère pertinent pour le désastre de ton mariage, dévia-t-elle, se déplaçant pour redresser un coussin déjà parfaitement aligné. C'est complètement pertinent. Sienna a couché avec Landon parce qu'il lui a fait sentir qu'elle était vue, alors que sa propre famille, surtout toi, ne voyait que ses défauts. La main de Claire se figea sur le coussin. Un instant, son masque parfait glissa, révélant quelque chose de vulnérable en dessous. Je ne voulais que le meilleur pour vous deux, dit-elle, sa voix plus faible. En nous faisant nous battre pour ton approbation, en nous apprenant que notre valeur résidait dans notre performance. Je fis un pas vers elle. Quelle sorte de leçon était-ce, maman? Elle s'affaissa sur le canapé, paraissant soudain plus âgée que ses 55 ans. Je ne connaissais pas d'autre moyen, admit-elle après un long silence. Ma mère était pareille avec ma sœur et moi. C'était une information nouvelle. Ma mère parlait rarement de son enfance ou de sa relation avec tante Rebecca, qui vivait à l'autre bout du pays et ne venait que pour les grandes fêtes. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. Claire fixa ses mains parfaitement manucurées. Nous étions en compétition pour tout. L'attention de nos parents, les mêmes bourses d'études, et finalement le même homme. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. Ton père. Papa est sorti avec tante Rebecca. C'était quelque chose que je n'avais jamais su. Elle acquiesça. Brièvement, à l'université, avant de me rencontrer. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle ne m'a jamais pardonné. Elle a dit que je le lui avais volé. Un sourire amer traversa ses lèvres. L'ironie, c'est que des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait eu une liaison avec ma cousine Jennifer. Je lui ai pardonné, mais je n'ai plus jamais fait confiance à aucune femme autour de lui. Elle attrapa un mouchoir dans la boîte sur la table basse. Je pensais que cacher la douleur me rendait plus forte. Je restais assise dans un silence stupéfait. Mes parents parfaits, l'infidélité de mon père, la douleur enfouie de ma mère. C'était comme regarder une peinture familière et voir soudain une image entièrement différente. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? À quoi cela aurait-il servi? Demanda-t-elle. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Vraiment, contestai-je doucement. Regarde ce que les secrets ont fait à notre famille. Elle n'eut aucune réponse à cela. Plus tard cette semaine-là,
en parcourant les réseaux sociaux pour la première fois depuis le mariage, je tombais sur un post de Landon, des excuses publiques soigneusement rédigées, sans doute validées par l'équipe de communication de son cabinet. À ceux que j'ai blessés par mes actions, je présente mes sincères excuses. Je n'ai jamais eu l'intention de causer de la peine à qui que ce soit, en particulier à mes proches. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et je m'engage à devenir une meilleure personne à travers cette difficile expérience d'apprentissage. Du Landon générique, aseptisé, allégé. Je fermai l'application après avoir lu les premières lignes, peu intéressé par sa performance publique de remords. La section des commentaires en dessous était divisée. Certains le blâmaient entièrement, d'autres pointaient du doigt Sienna, la qualifiant de briseuse de ménage typique. Quelques-uns suggéraient même que j'aurais dû gérer cela en privé au lieu de faire une scène. Je me fichais de ce que pensaient des inconnus. Ils n'avaient pas marché dans mes talons de satin blanc. Ce qui me surprit, ce fut le visiteur qui se présenta à la galerie le mardi après-midi suivant. « Il y a un monsieur Rive ici pour vous voir », dit Sarah, la réceptionniste, les yeux écarquillés de curiosité. Pas le plus jeune, son père. Je posai mon presse-papier, redressant mon blazer. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Thomas Rive entra dans le petit bureau avec la même prestance imposante qu'il avait toujours eue. Grand, les cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus qu'un mois de mon loyer. Contrairement à son fils, il n'avait jamais été particulièrement chaleureux avec moi. Respectueux, oui, mais distant. « Mademoiselle Caldwell », dit-il avec un léger signe de tête. « Merci de me recevoir. »« Monsieur Rive », répondis-je en désignant la chaise en face de mon bureau. « C'est inattendu. » Il s'assit, ajustant ses manches avec des mouvements délibérés. Je serai bref. Je suis venu m'excuser. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'ils disent, ce n'était pas l'une d'elles. Vous excusez? Pas pour le comportement de mon fils. Landon est responsable de ses propres actes. Sa mâchoire se crispa. Je m'excuse pour ma part dans la formation du type d'homme qu'il est devenu, un homme qui trahirait la confiance de quelqu'un comme vous. Je restai silencieuse, attendant qu'il continue. Je n'étais pas, il marqua une pause, cherchant ses mots. Un père émotionnellement disponible. C'était clairement un territoire inconnu pour lui. J'ai tout appris à Landon sur le succès, l'apparence, l'obtention de ce qu'il voulait. Je ne lui ai jamais rien appris sur l'honneur ou les conséquences. Il me regarda droit dans les yeux. Vous méritiez mieux. Je n'ai jamais dit ça à personne auparavant. L'aveu semblait coûter quelque chose à cet homme fier. Je me surpris à acquiescer lentement. Merci de me le dire. Il se leva pour partir, notre brève conversation apparemment terminée. À la porte, il se retourna. Si cela peut vous consoler, sa mère l'a déshérité et j'ai clairement fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu à la fête de Noël du cabinet cette année. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Nous, les Rives, ne montrons peut-être pas bien nos émotions, mais nous avons nos façons d'exprimer notre désapprobation. Après son départ, je restai longtemps assise à mon bureau, retournant notre conversation dans ma tête. Ce n'était pas la conclusion que j'attendais, mais c'était quelque chose, une reconnaissance que ce qui m'était arrivé comptait, que je n'étais pas la fautive. Ce week-end-là, Tasha se présenta à ma porte avec une bouteille de vin dans une main et des putters de mini-golf dans l'autre. « Habille-toi », annonça-t-elle. « On sort. » « Du mini-golf. »« Vraiment ?» Je ne pus m'empêcher de sourire. Nous n'y avions pas joué depuis l'université. Oui, du mini-golf. Parce qu'il est impossible d'être triste en essayant de faire passer une balle à travers un moulin à vent. Elle avait raison. Pendant 3 heures, nous avons joué sur le parcours ridicule, riant de nos mauvais coups, acclamant nos rares succès, et nous permettant d'être pleinement présentes dans l'instant. Ensuite, nous nous sommes assises dans un bar à vin voisin, légèrement éméché et plus détendu que je ne l'avais été depuis des semaines. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui » dit Tasha en faisant tourner son merlot. « Tu as ri, vraiment ri. » J'y réfléchis. « C'est vrai, n'est-ce pas ?»« Tu n'es pas brisé, Bren, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. « Tu es juste enfin libre. » Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je me sentis attiré par la bibliothèque où j'avais rangé mon ancien matériel d'art. Derrière les romans et les livres de référence se trouvait mon carnet de croquis, celui que j'avais abandonné des mois auparavant lorsque la planification du mariage avait pris le dessus.
Je le sortis, ainsi qu'une boîte de fusain. Assise en tailleur sur le sol, j'ouvris une page blanche et commençai à dessiner. Pas des fleurs ou des motifs de gâteau ou des plans de table, mais des pièces abstraites audacieuses, pleines de feu et de mouvement. Ma main bougeait presque d'elle-même, créant des formes qui parlaient de douleur, de libération et de renaissance. Au matin, mes doigts étaient noirs de fusain, et le carnet de croquis contenait le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui était entièrement mien. 3 mois après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai reçu un email qui a de nouveau tout changé. Chère mademoiselle Caldwell, j'ai récemment assisté à l'exposition de votre galerie sur les artistes émergents et j'ai été particulièrement frappé par la série de fusains que vous avez organisée dans LA. Lors de notre conversation, vous avez mentionné une partie de votre propre travail. J'aimerais discuter de la possibilité d'inclure vos pièces dans notre prochaine exposition Phoenix Rising, Showcase of New Voices in the Art World. C'était de Marcus Ling, directeur de la Westfield Gallery, un espace petit mais prestigieux connu pour lancer des carrières. J'ai lu l'email 3 fois, certaine que c'était une sorte d'erreur. J'avais mentionné mon récent retour à l'art lors d'une brève conversation au vernissage de l'exposition, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en souvienne, et encore moins qu'il exprime de l'intérêt. Mon travail était brut, personnel, pas quelque chose que j'avais jamais envisagé de montrer publiquement. Mon doigt plana sur le bouton de suppression. Puis j'ai pensé à ce que Tasha dirait. Tu es folle? Réponds tout de suite avant qu'il ne change d'avis. Je tapais une réponse, professionnelle mais enthousiaste, et cliquais sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. 2 semaines plus tard, je me tenais au centre de la Westfield Gallery, regardant mes œuvres, maintenant correctement encadrées et montées, être installées sur les murs blancs et brillants. Il y en avait 7 au total, une série que j'avais intitulée « Fracture et envol », des œuvres abstraites qui racontaient mon voyage de la trahison à la liberté. Celle-ci doit être la pièce maîtresse, dit Marcus en désignant la plus grande toile, un tourbillon de rouge et d'or, des lignes de fusain la traversant comme des éclairs. La plaque de la galerie à côté indiquait « L'hôtel », par Brent Caldwell, et en dessous, le moment où vous dites votre vérité dans une pièce conçue pour vous faire taire. Le vernissage de l'exposition était prévu pour le vendredi soir. J'ai passé la journée à alterner entre l'excitation et la terreur, changeant de tenue 3 fois avant d'opter pour une simple robe noire avec un seul collier remarquable, un pendentif phénix en argent que Tasha m'avait offert en guise de félicitations anticipées. La galerie se remplit rapidement de critiques d'art, de collectionneurs et de curieux locaux qui avaient lu des articles sur l'exposition dans la section culturelle hebdomadaire. Je me déplaçais à travers la foule, serrant des mains, répondant à des questions sur ma technique, acceptant les compliments et les critiques avec autant de grâce que possible. C'est lors d'un rare moment de calme, debout seul près de la table des rafraîchissements, que je l'ai aperçue. Sienna, planant près de l'entrée, incertaine. Elle avait l'air différente, ses cheveux habituellement parfaits attachés en une simple queue de cheval, son visage moins maquillé que je ne l'avais vu depuis le lycée. Lorsque nos regards se croisèrent à travers la pièce, elle se figea. Un instant, j'envisageais de l'ignorer, de me détourner pour parler à n'importe qui d'autre. Au lieu de cela, je la regardais rassembler son courage et se frayer un chemin à travers la foule vers mes œuvres. Elle se tint longtemps devant l'autel, sa posture raide, ses mains jointes fermement devant elle. Je me surpris à me diriger vers elle, attiré par une force que je ne pouvais nommer. Quand je m'arrêtai à côté d'elle, aucune de nous ne parla immédiatement. Nous nous tenions côte à côte, regardant la toile qui représentait le moment où notre relation s'était brisée. C'est puissant, dit finalement Sienna, sa voix basse. Je le sens dans ma poitrine. J'acquiesçai, ne me faisant pas encore confiance pour parler. Elle se tourna pour me faire face, les yeux brillants de larmes non versées. Je sais que je t'ai perdu, dit-elle, les mots sortant en cascade comme si elle les avait répétés, mais ne se souvenait pas tout à fait de l'ordre. Mais j'espère qu'un jour je regagnerai le droit de t'appeler ma sœur. La galerie bourdonnait autour de nous, les voix et les rires créant un cocon de bruit blanc. J'étudiais le visage de ma sœur. Le visage que j'avais connu toute ma vie. Le visage qui m'avait menti. Le visage qui montrait maintenant un remords sincère. Le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation, dis-je finalement. Les mots venaient de quelque part de profond et de vrai en moi. Je n'en suis pas encore là. Mais merci de me voir enfin. Quelque chose changea entre nous. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance. J'ouvris les bras et elle s'y glissa. Notre étreinte fut brève, presque formelle, mais c'était un début. Alors qu'elle se reculait, essuyant ses yeux,
un homme s'approcha de l'autre côté de la galerie, grand, avec des yeux bienveillants et un air de confiance tranquille. « Excusez-moi, dit-il. Je ne veux pas interrompre, mais je voulais vous dire à quel point votre travail m'a ému. » Il tendit la main. Elliot Barnes. J'écris pour Artforum. Bren Caldwell, répondis-je en lui serrant la main. Sienna saisit l'occasion de s'éclipser, me faisant un petit signe de tête alors qu'elle disparaissait dans la foule. Cette pièce, dit Elliot en désignant l'autel, était audacieuse. Je n'ai jamais vu la douleur et la puissance coexister si magnifiquement sur une toile. Je sentis un petit sourire se former. Merci. Vous l'êtes aussi, ajouta-t-il, une légère rougeur colorant ses joues. Audacieuse, je veux dire. Il y avait une douceur dans notre échange, un intérêt timide qui me prit par surprise. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis un frémissement de quelque chose qui n'était ni de la colère ni de la tristesse. Ce n'était pas romantique, pas encore, mais c'était ouvert. Possible. Plus tard dans la soirée, alors que la foule commençait à se clairsemer, je remarquai une autre visiteuse inattendue. Ma mère se tenait au fond de la galerie, élégante comme toujours dans une robe bleu marine sur mesure. Elle ne m'avait pas approché de toute la soirée, mais j'avais senti sa présence, senti son regard. Après le départ des derniers invités, elle s'avança enfin. Un bouquet de pivoines blanches, mes préférées, dans ses bras. « C'est pour toi, dit-elle en les tendant comme une offrande. Ton travail est remarquable. Tu es plus que ce que je me suis jamais permis de croire. » Venant de Claire Caldwell, c'était l'équivalent d'un long discours émouvant. J'acceptai les fleurs avec un signe de tête de remerciement. « Seras-tu au dîner du dimanche cette semaine » demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre. « Je ne suis pas sûr, répondis-je honnêtement. J'ai besoin de plus de temps. » Elle acquiesça, la déception visible, mais l'acceptation aussi. « L'invitation tient, quand tu seras prête. » Nous apprenions, nous toutes, à naviguer dans ce nouveau paysage où les secrets avaient été exposés, où les anciens schémas étaient reconnus, sinon encore brisés. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas joli, mais c'était réel. Une semaine après le vernissage de l'exposition, un colis arriva à mon appartement. L'adresse de l'expéditeur était celle de Landon. Un instant, j'envisageais de le renvoyer sans l'ouvrir. La curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant l'album de mariage numérique. Toutes les photos prises avant la cérémonie, soigneusement retouchées et assemblées dans ce qui aurait été notre souvenir. Pas de mots, pas d'explications, juste les images d'une journée qui s'était terminée très différemment de ce que suggéraient ces photos souriantes. Ce soir-là, je fis un petit feu dans le brasero extérieur de mon complexe d'appartements. Seul sous les étoiles, je plaçai la clé USB sur les flammes et regardai le plastique fondre, les circuits à l'intérieur noircir. Alors que la fumée s'élevait dans le ciel nocturne, je sentis les derniers fils de mon ancienne vie se consumer. Le lendemain matin, je retrouvai Tasha pour un café dans notre café préféré. Ses yeux s'écarquillèrent quand je lui racontai avoir brûlé l'album de mariage. Dramatique, dit-elle avec approbation. Alors, quelle est la suite pour l'artiste anciennement connue sous le nom de Presque Madame Rive? Je ris en remuant mon latte. En fait, je pensais à quelque chose. Ton idée de podcast, les chroniques de la mariée en fuite. Tasha se redressa. Tu es sérieuse? Pas exactement ce nom, précisai-je. Mais quelque chose sur la reconstruction après la trahison, pas seulement la trahison amoureuse, toutes sortes. Famille, amis, auto-trahison. Je haussai les épaules. Les gens ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Le visage de Tasha s'illumina. On pourrait interviewer des gens qui ont vécu des expériences similaires. Des experts en guérison, des artistes comme toi qui transforment leur douleur. Elle sortait déjà son téléphone, prenant des notes. Ça pourrait être énorme. Je souris, regardant l'enthousiasme de ma meilleure amie. Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer être assise ici à planifier un avenir qui n'avait rien à voir avec Landon ou les centres de table de mariage ou le fait de correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de la perfection. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me sentis attiré par la chapelle où le mariage aurait dû avoir lieu. Je n'y étais pas retourné depuis ce jour-là, mais quelque chose m'y attirait. Un besoin de conclusion que je n'avais pas réalisé que je portais encore. Le domaine était calme au coucher du soleil, les lieux vides de visiteurs. Le gardien me reconnut et, après un moment de sympathie gênée,
déverrouilla la porte de la chapelle et me laissa à mes pensées. Je descendis seul l'allée, mes pas résonnant dans l'espace vide. Les fleurs étaient parties depuis longtemps, les bancs nus de décoration. Ce n'était plus qu'une pièce maintenant, belle mais dépouillée du sens que je lui avais autrefois attribué. Debout à l'hôtel où ma vie avait changé, je sortis mon téléphone et le posai sur un rebord voisin. Caméra tournée vers moi, j'appuyai sur enregistrer. Il y a 3 mois, je me tenais à cet endroit exact et j'ai choisi la vérité plutôt que le confort, commençai-je, ma voix stable. Je me suis choisi moi-même plutôt que le fantasme qu'on m'avait vendu sur l'amour, le mariage et les fins heureuses. Je regardais droit dans la caméra, ne parlant pas seulement à moi-même, mais à quiconque pourrait un jour entendre ces mots. Je pensais que la pire chose qui pouvait arriver était de se faire planter devant l'autel. Il s'avère que la pire chose était de presque épouser quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment vu. Et la meilleure chose, je souris, sentant la vérité de mes paroles en les prononçant, a été de partir. La chapelle était silencieuse autour de moi, retenant mes paroles comme un témoin. Cette fois, je fais le vœu de ne plus jamais me trahir. C'est le seul oui, je le veux dont j'aurai jamais besoin. Je terminai l'enregistrement et restai un instant de plus dans la chapelle silencieuse. Puis je redescendis l'allée et sortis dans l'air du soir, laissant derrière moi les fantômes de ce qui aurait pu être. Plus tard dans la nuit, après mûre réflexion, je mis en ligne la vidéo sur mon compte de réseau social privé, non pas pour les vues ou la validation, mais comme un marqueur du chemin parcouru, une ligne dans le sable entre mon passé et mon avenir. En appuyant sur « Publier », je pensais au voyage qui m'avait amené ici. Du chagrin à la guérison, du silence à la parole, de la femme qui avait failli épouser Landon à la femme que je devenais. La route n'avait pas été droite ni facile, mais elle m'avait mené ici, à ce moment de force tranquille. À ne plus jamais me trahir, murmurai-je en levant un verre imaginaire à mon reflet dans la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles.